Je suis très heureux de vous retrouver. I'm psyched, comme disent les Américains dans les séries, pour une vidéo sur l'augmentation des risques. Toujours dans notre série, il n'y a pas de planète B. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire la BD Philémon. Moi, je lisais ça quand j'étais gamin. Alors, le pitch de cette série de BD, c'est que, en fait, les lettres qu'on voit écrites sur les cartes, par exemple, O de Océan Atlantique, CEA, le A de Atlantique, etc., tout ça, c'est en fait des îles sur lesquelles Philémon va se promener avec son âne, l'âne Anatole, bien entendu. Et donc, je me suis dit que peut-être s'il n'y avait pas de planète B, il y avait peut-être des lettres B, hein, dans la carte de notre système solaire sur lesquelles on pourrait aller se promener si la Terre devient invivable. Et j'ai regardé la carte et en fait, il n'y a pas de lettre B. Donc non seulement il n'y a pas de planète B, mais en plus il n'y a pas de lettre B dans le système solaire. Donc on est vraiment fucked, hein, si jamais on bousille notre planète. Cette première vidéo, elle est sur la notion de risque, hein, on clarifie un peu tout ce qui tourne autour de cette notion, et puis on rentrera dans des vidéos ultérieures dans des cas concrets beaucoup plus en détail des risques. Alors le risque, c'est vraiment le terrain, hein, du groupe 2 du GIEC, qui publie en 2022 son Assessment Report, donc son rapport d'évaluation numéro 6, et qui s'intitule donc Impact, Adaptation and Vulnerability. Donc là, vraiment, c'est en gros une description de tous les risques et de leur articulation, avec des projections sur la façon dont le risque va évoluer au cours du temps. Essayons de clarifier ce que c'est qu'un risque, hein. Alors selon le GIEC, parce qu'on pourra en donner des tas de choses, alors évidemment, pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un dommage, hein. Généralement, on n'a pas un risque d'être heureux, hein, ou alors c'est pour faire avoir une formule un peu choc ou qui marque. Mais il faut aussi qu'il y ait une dimension de probabilité d'aléa, hein. Si c'est certain que ça va vous tomber sur la tronche, c'est plus un risque, hein. Donc il y a une dimension donc de potentialité simplement. Il faut que le dommage soit potentiel. Et ça peut affecter soit les sociétés humaines, hein, au sens du GIEC, soit ça peut être aussi les écosystèmes. Donc le risque n'est pas limité aux sociétés humaines, aux humains. Le GIEC, il analyse le risque de manière un peu compliquée. Au début, je me suis dit, mais franchement, est-ce que c'était bien la peine de rentrer dans ces distinctions? Et il distingue entre l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Alors, est-ce que quand on n'est pas exposé, on n'est pas un peu vulnérable? C'est un peu compliqué, mais bon, en fait, ça se tient quand même. Donc voilà un peu comment le GIEC raisonne. Il dit, ben voilà, le risque, c'est la conjonction d'un aléa, hein, c'est le truc qui vient du climat, hein, ici qui vient du système climatique, donc par exemple du réchauffement climatique qui va générer des feux, des inondations, etc. Donc ça c'est l'aléa, hein, l'aléa météorologique par exemple dans les événements météorologiques extrêmes. Et puis le risque dépend aussi du fait qu'on soit exposé ou pas à ce risque, et puis de savoir si une fois qu'on est exposé, on y est vulnérable. Et évidemment, la vulnérabilité et l'exposition, elles dépendent là des processus socio-économiques, c'est-à-dire de la façon dont les sociétés sont organisées et du coup fragiles elles-mêmes par rapport au risque. Pour vous donner un exemple, prenons les inondations meurtrières qui ont eu lieu à Valence. Et dans ce cas de Valence et de ces inondations, eh bien, l'aléa, hein, c'est cette goutte froide météorologique qui a généré des précipitations sur quelques heures qui ont pu s'élever à 600 litres par mètre carré, c'est-à-dire 60 centimètres d'eau en quelques heures, hein, sur le sol. Donc c'est vraiment énorme, hein, c'est des quantités d'eau énormes, et donc c'est ça l'aléa, c'est ça qu'on appelle l'aléa. Dans le cas donc de Valence, qu'est-ce qui rend exposés les sociétés humaines et les écosystèmes à cet aléa? Eh bien, c'est en fait évidemment la quantité de gens, donc la densité de population et de bâtis, etc., et aussi de serres agricoles, etc., dans les zones qui sont inondables potentiellement. Donc ça, c'est l'exposition au risque. Mais il y a enfin un dernier truc qu'il faut prendre en compte, c'est la vulnérabilité. Alors, pourquoi distinguer la vulnérabilité de l'exposition? Parce que, par exemple, on se rend compte dans le cas de Valence que 50% des victimes avaient plus de 70 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des catégories de la population qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et donc le risque
finalement, il ne touche pas tout le monde parce que tout le monde n'est pas vulnérable de la même manière alors qu'on est soumis à la même exposition. Alors, dans le cadre de Valence, ben, ça a des conséquences comme tout était fort, l'aléa était fort, l'exposition était forte et la vulnérabilité était forte. Eh bien, on a 216 morts, probablement 16 milliards d'euros qui ont été provisionnés par le gouvernement espagnol pour faire face aux conséquences de cette crise, donc c'est vraiment énorme, hein. Et ça représente près de 1,1% du PIB espagnol, donc c'est vraiment, on est en train de parler de conséquences qui sont vraiment de grande ampleur. Alors, quels sont les processus socio-économiques qui ont participé à l'exposition et à la vulnérabilité? Bon, ben, la forte urbanisation, l'artificialisation des sols, hein, qui fait que les eaux ben, ne se sont pas infiltrées, mais qu'elles se sont déplacées extrêmement vite. On peut aussi parler du fait qu'il y a des travaux sur les mesures d'adaptation et d'atténuation. On peut parler de mauvaise adaptation, puisqu'il y avait eu des travaux hydrauliques qui avaient dévié le fleuve Turia, mais c'était visiblement pas du tout à la hauteur des problèmes, hein. Et puis en termes de gouvernance, ben, il y a eu là aussi, de très grosses polémiques suite à cet accident, puisque en fait la région qui devait solliciter les moyens du gouvernement central, en particulier l'armée, et en fait, bah, elle ne l'a fait que tardivement, donc les moyens ont été dépêchés tardivement, donc bref, on aurait pu être beaucoup plus efficace, donc on a des problèmes de gouvernance qui ont augmenté la vulnérabilité de la population. Donc vous voyez comment on peut donner des exemples hein, sur un cas concret des concepts du GIEC sur la question du risque. Finalement, le risque, bah, c'est le produit des trois, hein. C'est à la fois le produit de l'aléa, de l'exposition et de la vulnérabilité. Alors, si on regarde par exemple ici, euh, les aléas qui touchent l'agriculture qui dépend de l'eau, hein. Rain-fed agriculture, c'est celle qui dépend des précipitations. Et donc là, ici, ce qu'on a, c'est un score de hasard et d'exposition combinée, hein. Donc on a regardé aléa plus exposition, et on s'aperçoit par exemple qu'aux États-Unis, ben, aux États-Unis d'Amérique, on a vraiment une forte exposition, hein, on est dans un fort aléa, il y a une forte exposition à l'aléa, puisqu'on a ici, c'est indiqué sur la carte, hein, par des zones en marron foncé, mais on voit qu'il y a d'autres endroits du monde qui sont concernés, en particulier par exemple le sud de l'Afrique. Et il faut combiner ça avec l'index de vulnérabilité. Et là, vous voyez que par exemple en Amérique du Nord, autant l'aléa et l'exposition sont forts, et ben, pour autant la vulnérabilité est beaucoup plus faible parce que bah, les populations sont plus riches, elles ont des moyens de se déplacer, elles ont des assurances, etc. Donc la vulnérabilité est beaucoup moins. Ce qui fait qu'il faut combiner les trois approches pour obtenir finalement un risk index par rapport aux questions de sécheresse. Et là, vous voyez que bah, en Amérique du Nord, on n'est plus que sur un niveau de risque intermédiaire, alors que l'aléa et l'exposition a été élevée, mais comme la vulnérabilité était plus forte, bon. Ben. Par contre, en Afrique, ben, on s'aperçoit que au contraire, la vulnérabilité étant forte, ben, du coup, ben, dans le sud de l'Afrique, on a quand même un indice de risque par rapport aux sécheresses qui est élevé. Alors pourquoi il faut s'intéresser au risque, bah parce qu'en fait, les humains, ils aiment pas ça, le risque, hein. Enfin, la plupart du temps, on n'adore pas trop, c'est un phénomène psychologique général, on n'adore pas trop prendre des risques. Mais il faut prendre une distinction entre les risques qu'on prend soi-même pour jouer, etc. Là, on aime bien, en général, il y a pas mal de gens, par exemple, qui roulent très vite sur les routes parce que, bon, ça les fait kiffer. Mais bon, c'est des risques qu'ils prennent pour eux. Bon, ils les prennent aussi pour les autres, mais enfin, en tout cas, eux, ils décident, en tout cas, au premier chef de les prendre. Par contre, on aime beaucoup moins les risques qu'on subit, hein, c'est-à-dire que qu'on n'a pas pris la décision de faire. Donc, on peut par exemple faire du parapente, ça c'est votre choix, c'est très risqué. Mais par contre, que le changement climatique nous rende malades, pauvres et vulnérables, mais ça c'est un truc qu'on n'a pas choisi, hein, et donc du coup on n'adore pas ça. Et cette aversion pour le risque, c'est-à-dire le fait qu'on déteste en fait le risque, en particulier celui qu'on n'a pas choisi, eh ben, c'est la raison d'être aussi des assurances, hein, puisque finalement elles nous couvrent les assurances contre les risques. Donnons un petit exemple des raisonnements sur le risque avec et sans changement climatique. Donc admettons, sans changement climatique, vous êtes
cadre d'une coopérative agricole, par exemple dans le vin, et les mauvaises années, vous gagnez 2500 euros. Par contre, les bonnes années, vous gagnez 3500 euros, et la probabilité de chaque est de 0,5 pour chacune, ça veut dire qu'il y a une bonne année sur deux à peu près, quoi, en moyenne. Et si le changement climatique s'en mêle, bah, vous allez avoir des années qui sont plus mauvaises, hein, où vous allez gagner plus que 1000 euros, et des années qui sont par contre exceptionnelles, dans lesquelles vous allez gagner, mettons, 5000 euros, avec toujours une probabilité 1,5 pour chacune. Eh bien, dans les deux cas, là, si vous calculez l'espérance mathématique, c'est-à-dire le résultat qui va se produire en moyenne si on reproduit l'expérience des tas de fois, c'est-à-dire au bout d'un très grand nombre d'années, bah, l'espérance mathématique, c'est la même, hein, c'est 3000, hein, vous avez qu'à faire 2500 fois 0,5 plus 3500 fois 0,5, vous allez trouver 3000, et pareil, vous allez faire 1000 fois 0,5 plus 5000 fois 0,5, ça fait 3000 aussi. Donc ici, l'espérance mathématique ne bouge pas, hein, c'est la variance qui augmente, et probablement vous n'avez pas trop envie d'être dans le deuxième cas, parce que peut-être avec 1000 euros, vous n'allez pas pouvoir payer votre crédit voiture et votre crédit maison, et manger et entretenir vos enfants. Donc le deuxième cas vous plaît moins, même si l'espérance mathématique est la même, vous préférez plus de régularité dans vos revenus. Alors, c'est pas que ça qui se passe, hein, dans le changement climatique. Il peut très bien y avoir aussi une situation où, sans le changement climatique, pareil que tout à l'heure, mais avec le changement climatique, ben, cette fois-ci, vous avez bien 1000 euros, mais cette fois-ci, vous l'avez 3 années sur 4, tandis que vous avez 5000 euros que une année sur 4, donc avec probabilité 0,75 et 0,25 pour chacune. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites les maths, eh ben, vous allez vous apercevoir que dans le premier cas, bah, évidemment, on était à 3000 comme tout à l'heure, mais par contre, dans le deuxième cas, on est tombé à 2000. C'est-à-dire que non seulement votre variance, elle augmente avec le changement climatique, mais même votre espérance mathématique, elle, diminue. Donc, vous voyez qu'il y a les deux, hein. C'est-à-dire que le changement climatique augmente l'incertitude, mais il nous fait aussi aller vers des situations qui sont pires. Et c'est en ça, hein, que nous ne l'apprécions pas tellement. Prenons maintenant l'exemple des méga-feux, hein, qui ont eu lieu à Los Angeles en janvier 2025. On a tous peut-être les images en tête, avec ces flammes, une banque en flammes sur Sunset Boulevard. 29 morts, 16 000 bâtiments détruits, plusieurs dizaines de milliards de dollars de maisons qui sont parties en fumée. Donc ça, c'est des feux qu'on appelle des méga-feux, au sens où une fois qu'ils sont partis, on n'arrive plus à les arrêter, hein, ils sont pas à taille humaine, en quelque sorte. D'où ça vient? Ben, ça vient essentiellement d'un ce qu'on appelle un coup de fouet climatique, c'est-à-dire une alternance d'années très pluvieuses et d'années très sèches. Donc là, vous avez qu'à regarder les précipitations cumulées sur l'année 2022-2023 et sur l'année 2023-2024, vous apercevez qu'elles sont vraiment au-dessus des normales. Donc il y a eu beaucoup d'eau les années précédentes, donc beaucoup de développement de végétation qui sèche, hein. Ensuite, en noir, vous avez la courbe de l'année 2024-2025, où là, vous apercevez qu'on est complètement en dessous de toutes les précipitations. Donc en gros, on arrive en janvier avec des quantités de végétation sèche et pas une goutte d'eau, quoi. Alors en plus, ce qui se passe, c'est que l'hiver, il y a des vents qui sont dus à des systèmes dépressionnaires sur la Californie, qui descendent sur Los Angeles. On appelle ça les vents de Santa Ana, et qui sont des vents qui, par des effets Venturi, lorsqu'ils arrivent sur la ville, peuvent avoir des rapidités très fortes, hein, de l'ordre de 160 km/h. Et donc, évidemment, là, les incendies sont très difficiles à maîtriser lorsqu'il y a des vents de ce type, quoi. Et d'habitude, ces vents arrivent vraiment en hiver quand il a déjà plu. Mais là, avec les décalages qui sont dus à cette période de sécheresse, ben, ils soufflent sur des terres qui sont extrêmement sèches avec beaucoup de végétation. Donc le cocktail est vraiment réuni pour qu'il y ait des méga-feux. On se doute bien, hein, qu'il y a un rapport étroit entre ce genre de conditions climatiques et les feux qui ont eu lieu à Los Angeles. Mais quel est le rapport exact? Jusqu'à quel point on peut attribuer ce genre d'événements rares, en quelque sorte, enfin pas si rare que ça, mais ça reste quand même assez rare, au changement climatique? Bon, ben, il y a quand même des études qui essaient de chiffrer. Donc, par exemple, le World Weather Attribution, ils disent que ben, finalement l'intensité de ce feu a été augmentée de 6%, mais que surtout sa probabilité de survenue a augmenté de 35%. Ça veut dire en quelque sorte de plus d'un tiers, hein, quand même. Donc c'est pas négligeable. Et surtout avec des événements d'une gravité pareille, on n'a pas envie de voir augmenter les probabilités que ça survienne dans cet ordre-là, hein.
Alors, comment on fait pour arriver à ce genre de diagnostic qui porte sur des évolutions de risque? En fait, c'est assez compliqué. Ce qu'il vous faut faire obligatoirement, c'est regarder ce qui s'est passé avec le changement climatique, donc la probabilité de survenue d'un feu avec le changement climatique, à la probabilité de survenue de ce feu si jamais il n'y avait pas le changement climatique. Alors, sauf que la situation où on n'a pas le changement climatique, ben, on ne l'observe pas, hein. Donc il faut la reconstruire, la modéliser. Donc il faut faire un scénario contrefactuel qui imagine ce qui se passerait s'il n'y avait pas de changement climatique. Et c'est ce que font ces études, hein. Elles modélisent à la fois l'observer ou le prédire, hein, puisqu'on peut aussi faire ces calculs sur le futur en fait, et pas seulement sur le présent. Elles modélisent l'observé ou le prédit, mais elles modélisent aussi ce qu'on aurait observé si jamais il n'y avait pas de changement climatique. Et c'est l'écart entre les deux qu'on va attribuer au changement climatique. Donc chaque fois que vous verrez des attributions de risque au changement climatique, eh ben, c'est le même raisonnement qui va être effectué, et ça passe par la construction de deux modèles, en quelque sorte, hein. Un modèle avec changement climatique, un modèle sans changement climatique. Au-delà des interactions entre l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité, il faut prendre en compte une troisième chose, c'est la façon dont les sociétés réagissent et essaient de trouver des solutions pour influencer ces trois terres. Et du coup, le rapport du GIEC, il a commencé à introduire des réflexions sur l'efficacité, en quelque sorte, de l'adaptation, hein, à ces nouvelles conditions de risque. Et donc, pour le résumer, le GIEC propose la représentation suivante, où vous avez sur chacun des axes, hein, l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition, sur chacune des sphères, eh bien, il va y avoir une tentative de réduction de ces trois choses, donc quelque sorte de recentrage, hein, de manière à ne plus garder qu'un risque résiduel de celui qu'on ne peut pas éliminer. Alors pour ce qui est de l'aléa, il n'y a pas moyen d'adapter pour réduire l'aléa, hein. L'aléa, il vient de l'extérieur. Tout ce qu'on peut faire, c'est atténuer l'aléa. Donc là, on n'est pas dans une logique d'adaptation. Donc par exemple, si vous voulez réduire une inondation telle que celle de Valence, hein, si vous voulez réduire sa probabilité de survenue, il n'y a pas 50 solutions. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de limiter la concentration en gaz à effet de serre, donc limiter le réchauffement climatique. Donc là, c'est des politiques d'atténuation classiques que vous pouvez mener. Pour ce qui est de l'exposition, bon, par contre, là, il y a des tas de choses à faire, hein. Vous pouvez interdire les habitations dans les endroits les plus inondables, les plus exposés, etc. Vous pouvez aussi ensuite mener des politiques de désartificialisation des sols qui vont permettre aux eaux de s'infiltrer, de stagner, d'être freinées, de manière à ce qu'elles ne déboulent pas avec une violence pareille dans les villes. Donc ça, c'est une autre solution. Vous pouvez aussi essayer de les canaliser, mais ça, c'est à double tranchant, hein, parce que les eaux canalisées vont en général assez vite, donc si on n'arrive pas, in fine, à bien les canaliser, il peut y avoir des problèmes. Mais bon, ça, c'est des solutions de réduction de l'exposition. Et puis, pour ce qui concerne la vulnérabilité, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous pouvez soit fournir aux gens des moyens d'étanchéifier leur maison, soit vous pouvez tout simplement les alerter, hein, suffisamment à l'avance, de manière à ce que ceux qui sont vraiment exposés et vulnérables puissent quitter en quelque sorte le lieu. Alors évidemment, ça ne protégera pas les maisons, mais ça protégera au moins la vie humaine. Donc vous voyez qu'il y a des stratégies qui peuvent du coup diminuer la vulnérabilité. Et l'espace en vert, là que vous voyez dans le diagramme, ils considèrent que c'est en fait l'espace de solution qui nous amène à ce qu'ils appellent un mode de développement résilient. C'est ce que voudrait le GIEC, c'est nous donner des clés, en quelque sorte des perspectives, pour que nos modes de développement ne nous mettent pas en danger, hein, réduisent les risques en quelque sorte. Toutefois, l'adaptation ne va pas toujours dans le bon sens. Il peut y avoir aussi de la maladaptation. Et donc, par rapport à cet objectif de développement résilient, on peut avoir des évolutions qui nous en écartent. Donc, par exemple, on peut avoir, il y a des débats à ce sujet, la climatisation. La climatisation, c'est un mode d'adaptation qui, en fait,
réalise un report de vulnérabilité spatiale. C'est-à-dire que chez vous, il fait frais, donc très bien, vous êtes moins vulnérable, donc vous allez avoir moins de problèmes de santé à cause de, vous allez mieux dormir, etc. à cause de, grâce à la clim. Mais par contre, ça réchauffe la ville en dehors. Donc les gens qui n'ont pas la clim, etc. ou les gens qui sont obligés de sortir, eux, eh ben, ils sont plus vulnérables de votre fait. Donc en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez quand même déporté la vulnérabilité. Alors c'est pas pour dire qu'il faut absolument arrêter la clim, hein. Il y a probablement des endroits où c'est la seule solution. Là aussi, comme exemple de maladaptation, il y a la question des bassines, hein. C'est les méga bassines, hein, donc par exemple celle de Sainte-Soline. Alors là, pourquoi c'est un problème? Bah parce qu'en fait, ça consiste à faire un report de vulnérabilité sur d'autres systèmes. C'est-à-dire que l'eau, qui est quand même, je ne dis pas qu'il faut pas du tout stocker, hein, mais il faut stocker intelligemment, et là, et de manière concertée, et là, quelque part, c'est des choses qui sont en quelque sorte imposées par certains acteurs à tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va reporter les vulnérabilités sur d'autres systèmes. Pourquoi? Ben parce que l'eau va peut-être manquer pour d'autres utilisateurs. Les nappes phréatiques, si jamais elles ne sont pas suffisamment alimentées, elles peuvent mourir, s'affaisser et donc ne peuvent plus se reconstituer. C'est de l'eau qui peut manquer ailleurs, hein, pour d'autres types de cultures, en aval, etc. D'autre part, c'est de l'eau qui s'évapore pas mal. Et donc, tout ça, en fait, consiste à régler un problème à un endroit en créant à d'autres. Alors ça, vraiment, c'est de la maladaptation. Et seulement dans les cas où on est assuré que les mégabassines ne créent pas des problèmes à d'autres endroits, elles devraient être faites, hein. Donc, et malheureusement, il y a un gros doute là-dessus. Un dernier exemple de maladaptation, c'est les sports d'hiver et la neige artificielle. Donc là aussi, hein, c'est du report de vulnérabilité sur d'autres systèmes parce que ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie aussi, et donc en fait, en matière temporelle, ça augmente en quelque sorte le réchauffement climatique, et puis ça prend de l'eau, hein, là, à d'autres usages qui en auraient bien besoin. Donc voilà des exemples de maladaptation, hein, que le GIEC prend de plus en plus en compte, hein. Le GIEC prend à la fois en compte l'adaptation et la maladaptation dans ses rapports d'évaluation.